J'ai pris mes anti-sèches. Avec en fait 4 parties. Alors, je crois comprendre qu'il y a pas mal de monde qui sont formés à l'hypnose malgré tout. Donc la première partie va être un peu répétitive pour vous, mais c'est aussi qui va être donc sur la définition de l'hypnose, mais ça va être aussi sur la façon dont je définis l'hypnose en fait, puisqu'il y a plusieurs définitions de l'hypnose. Donc malgré tout, je ne vais pas faire l'impasse sur cette partie-là, même si vous êtes déjà beaucoup à être formés et à peu près tout le monde sensibilisé à cette approche d'une façon ou d'une autre. La deuxième en fait portera sur des croyances ou des pensées erronées en fait par rapport à l'hypnose. 3 particulières qu'on a peut-être un peu moins l'habitude d'entendre, donc du coup, voilà, je ne vais pas faire toutes les fausses pensées sur l'hypnose, peut-être 3 qui nous concernent plus dans la pratique clinique, et notamment je vous montrerai que l'auto-hypnose n'existe pas, c'est quand même assez révolutionnaire, mais je vous dirai pourquoi ça n'existe pas l'auto-hypnose, mais ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on en parle, et pourquoi aussi est-ce que c'est important parfois de prescrire l'auto-hypnose, même si l'auto-hypnose n'existe pas en fait. L'intérêt il est là. La troisième partie où je vais vraiment rentrer dans les grands mécanismes de l'hypnose, ce qu'on en est mécanismes psychologiques de l'hypnose, là aussi qui sont souvent moins mis en avant, parce que généralement ce qui est mis en avant c'est l'approche neuroscientifique, qui en fait ne démontre rien. C'est-à-dire ça montre en fait qu'il se passe quelque chose, mais y compris, peut-être que je redirai quelques mots tout à l'heure, mais y compris lorsque l'on essaie de voir quelles sont les compétences, y compris cognitives, qui sont améliorées avec l'hypnose, qui devraient être en lien avec la structure cérébrale qui sont activées, en fait, on trouve qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc du coup, l'imagerie cérébrale avec l'hypnose, elle a un intérêt sur lequel on pourra revenir, mais en même temps, ce ne sont pas des éléments réellement qui abordent la question du processus en hypnose. Et donc on verra spécifiquement sur la psychologie ce qui a été avancé, montré, etc. Et puis la dernière partie qui sera plus une ouverture sur la suite. Comment ça pourrait évoluer en fait l'hypnose dans les années à venir. Je déborderai aussi probablement un petit peu sur le devenir dans le cadre des psychothérapies. Les deux sont en fait intimement liés. C'est l'évolution actuelle des psychothérapies et puis l'évolution de l'hypnose à l'intérieur de l'évolution des psychothérapies. Donc sur la première partie sur la définition de l'hypnose, il y a 2 ingrédients en fait qui sont importants et je vais juste les donner parce que là aussi généralement on ne donne que le premier. Pour parler d'état, pour parler d'hypnose, il faut forcément parler d'un état hypnotique. C'est un état de transe en fait, l'hypnose, qui a été décrit du côté des neurosciences bien sûr, et également du côté de la psychologie avec tout le champ de la dissociation, c'est-à-dire les théories janétiennes, et puis également post-Pierre Janet, mais c'est toute la théorie de la dissociation en psychologie qu'on connaît très peu en France parce que Janet n'est pas enseigné dans les universités, mais néanmoins c'est vraiment Pierre Janet avec ce qu'il appelait à l'époque la désagrégation psychologique, donc la question de la dissociation, qui est vraiment au cœur de l'état hypnotique. Donc cette notion, elle a été amplement étudiée, et je la rappelle malgré tout parce que de plus en plus également, on parle parfois d'hypnose conversationnelle, qui serait une façon de communiquer, le petit jeu que j'ai eu tout à l'heure en disant, faut pas dire si j'ai les crédits, il faut dire lorsque j'aurai les crédits, etc. Et souvent, en fait, ces techniques de communication sont présentées comme étant de l'hypnose. C'est absolument pas de l'hypnose, c'est de la communication. C'est-à-dire que parfois, ce que l'on nomme hypnose conversationnelle, dans la bouche de certains, c'est juste de modifier des tournures de phrases. Or, pour parler d'hypnose, il faut qu'il y ait un état hypnotique. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr être dans une conversation avec l'autre, mais si la conversation n'emmène pas à un état hypnotique, on ne peut pas parler d'hypnose en tant que telle. C'est de la conversation, mais ce n'est pas de l'hypnose conversationnelle. Donc le premier élément sur lequel il y a le coup de projecteur le plus important, à la fois neurosciences et psychologie, avec la dissociation, c'est vraiment cette question de l'état. Elle est importante à rappeler, d'autant plus que parfois elle est oubliée, et on parle parfois, y compris de communication hypnotique, en oubliant simplement qu'il faut un état de transe particulier. Le deuxième ingrédient qui est nécessaire, et qui va nous concerner au premier plan, c'est la question de la relation. Depuis que l'hypnose a été identifiée, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, la relation a été le premier ingrédient que, à l'époque, ce qu'on appelait les magnétiseurs, ont identifié comme étant l'agent thérapeutique derrière l'état de transe qu'on appelait à l'époque la transe magnétique.
Donc la question de la relation, elle est intimement liée à l'histoire de l'hypnose depuis son origine. C'est pas une invention du XXe siècle, et de parler de rapports hypnotiques, etc. Ça existe vraiment depuis le XVIIIe siècle. Je parle du XVIIIe siècle parce que l'histoire de la médecine au sens large, les pratiques et les sciences qui s'occupent de la santé, évidemment que les pratiques médicales ont toujours intégré les états de conscience modifiés à l'intérieur de leur thérapeutique. La distraction, l'imagerie mentale, ça existe depuis extrêmement longtemps. Parfois même, on fait remonter à l'âge préhistorique, en fait, on n'en sait strictement rien du tout, c'est juste des interprétations. Parfois, on parle de stèles égyptiennes, etc., sumériennes, en fait, on n'en sait rien du tout, c'est juste une interprétation. Mais en tout cas, c'est vrai que, y compris Hippocrate, on a des récits dans lesquels il utilisait, par exemple, la distraction, et notamment dans la douleur chronique. Donc on sait qu'il y a des techniques qui jouaient sur les processus d'attention pour faire vite, qui en fait existent depuis extrêmement longtemps en médecine. Ça existe dans toutes les cultures, ça existe dans toutes les civilisations, ça existe de tout temps. Qu'est-ce que l'on va appeler hypnose ? On va appeler hypnose notre interprétation occidentale d'utilisation thérapeutique de cet état de conscience modifié. Et la lecture occidentale de cet état de conscience modifié, de cette transe à visée thérapeutique, c'est ce que l'on va appeler hypnose, 18e siècle, Franz Anton Mesmer. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de manifestation de transe avant, encore une fois ça existe dans plein de cultures, de tout temps, mais ce que l'on appelle hypnose, c'est une dénomination occidentale. Et donc le fait, par exemple, je dis ça parce que là aussi, bien souvent, on dit, ah bah tiens, les derviches tourneurs, c'est de l'hypnose, ah bah tiens, le chamanisme, c'est de l'hypnose, le bercement de l'enfant par la mère, c'est de l'hypnose. Non, c'est des états de transe, bien sûr, mais tout n'est pas hypnose. L'hypnose, c'est vraiment la dénomination occidentale pour caractériser une pratique de transe à visée thérapeutique. Donc évidemment que dans d'autres cultures, on va le dénommer autrement, avec éventuellement une définition du phénomène qui va être différente, mais tout état de conscience modifié n'est pas de l'hypnose en tant que tel. Donc, j'y tiens, là c'est vraiment le chercheur pour le coup qui dit ça, parce que la première étape quand on va essayer de caractériser, de chercher quelque chose, c'est de baliser le terrain. C'est-à-dire que si on n'a pas une bonne définition de ce que l'on observe, on ne peut pas par définition bien observer, et donc bien étudier. Et donc c'est vraiment important de dire, et on pourra en reparler bien sûr par rapport au mindfulness, par rapport à l'EMDR, parce que la question se pose également, la méditation, il n'y a plus une seule consultation où les patients ne posent pas cette question, d'autant qu'en plus maintenant, je vais être un peu vache, mais vous avez une sorte comme ça de... La méditation devient un art de vivre obligatoire. C'est-à-dire, si vous ne méditez pas, vous êtes mauvais humain, quoi, hein. C'est-à-dire il faut méditer absolument. Et donc il y a quelque chose d'assez outrancier de plus en plus dans notre culture qui met la méditation sur un piédestal particulier, oubliant juste qu'il n'existe pas une seule pratique qui soit universelle et bonne pour toute personne. Voilà. Et donc c'est vrai que très souvent, comme beaucoup de nos patients maintenant méditent, du coup ils posent la question par rapport à l'hypnose, donc on pourra en discuter également, mais tout n'est pas équivalent. Et on ne peut pas dire par exemple la méditation c'est une forme d'hypnose, le MDR c'est une forme d'hypnose, le mindfulness c'est une forme d'hypnose. Non, ce sont des choses qui évidemment possèdent des balisages tout à fait différents, et on pourra discuter de ces balisages différents à un moment donné. La question de la relation, elle a été étudiée donc beaucoup par la psychologie. Il y a deux grands aspects. Toute la psychologie psychodynamique, et c'est le gros apport de Freud par rapport à l'hypnose. Je vous rappelle ou je vous le dis que contrairement à ce que l'on dit souvent, Freud n'a jamais cessé de pratiquer l'hypnose. Il a pratiqué l'hypnose toute sa vie, très exactement jusqu'en 1936. Donc il a et c'est amusant parce que même de son vivant, on prétendait qu'il avait oublié l'hypnose, alors qu'il ne pratiquait plus l'hypnose, alors que d'évidence, il pratiquait toujours l'hypnose, il a écrit sur l'hypnose, il a conseillé à des psychanalystes de pratiquer l'hypnose, simplement parce qu'il se rendait compte que les psychanalyses, déjà de son temps, devenaient de plus en plus intellectualisantes, se coupaient du corps en fait. Il a eu notamment toute une correspondance avec Ferenczi sur cette question-là, et que pour lui, l'utilisation de l'hypnose permettait de remettre du corps, en fait, à l'intérieur de la psychanalyse. Et puis il disait aussi que parfois les patients venaient le voir pour ça, donc il fallait bien qu'il leur donne aussi ce qu'ils venaient chercher. Donc il utilisait l'hypnose soit seul, ou à l'intérieur des cures psychanalytiques. Et lorsque les résistances étaient trop massives, du coup il pratiquait l'hypnose pour contourner les résistances, puisque je vous rappelle là aussi qu'à l'époque de Freud, dans la pratique de Freud, les psychanalyses étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des thérapies brèves.
Donc, il prévoyait le nombre de séances avant, ça durait 1 an au maximum. Ce n'est qu'ensuite que la psychanalyse a pris un autre essor, pour certainement plein de bonnes raisons, pour plein de patients. Je ne suis pas en train de critiquer ça, mais il faut juste se rappeler que la dimension axée sur la question du sens et l'importance qu'a pris la notion de sens en psychanalyse n'était pas présente dès l'origine en psychanalyse, et qu'il y a vraiment eu une intrication très importante entre l'hypnose et la psychanalyse, qui continue d'ailleurs à exister. Et donc c'est vrai que Freud a vraiment été celui qui est le plus rentré dans ce phénomène de relation. D'abord, évidemment, il a essayé par le biais du transfert, j'y reviendrai tout à l'heure. Finalement, il s'est rendu compte que le transfert était insuffisant pour expliquer l'hypnose, là aussi j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, c'est celui qui a le plus posé cette question-là. Et ça a vraiment été le tournant, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à lui, les gens avaient observé, quand je dis les gens, c'est les praticiens, 18e, 19e siècle, début du 20e, ils avaient tous remarqué qu'il y avait une dimension affective qui était tout à fait forte, qui unissait le praticien et son patient. Ils avaient identifié que le noyau thérapeutique était dans cette relation, mais quand on regarde leur écrit, ils disaient tous, il ne faut pas rentrer dedans. On ne sait pas de quoi c'est fait, c'est dangereux, il ne faut pas rentrer à l'intérieur. Et Freud, en fait, va être le premier à dire, non, au contraire, il faut mettre les 2 pieds dedans. Voilà. Et donc c'est là où il va commencer la théorisation du transfert, etc., etc. Mais du coup, il va aller voir à l'intérieur de la relation hypnotique, qu'est-ce qui est à l'intérieur, quelles sont les composantes qui sont présentes. Et puis, deuxième partie du XXe siècle, c'est le psychiatre Milton Erickson, grand lecteur de Freud par ailleurs, même s'il n'était pas du tout dans le courant freudien, qui, du coup, Erickson va dire, oui, il y a une dimension affective qui est présente, mais Erickson va être également très influencé par 2 personnes que vous connaissez de son époque. C'est d'abord Rogers, et donc c'est un contemporain de Rogers, et il va reprendre à Carl Rogers tout le cadre de conceptualisation humaniste, c'est-à-dire que le cadre de pratique en fait ericksonien, c'est le cadre de la psychologie centrée sur la personne de Carl Rogers. Donc il va reprendre en fait tout le setting, tout le cadre de pratique ericksonien est en fait le cadre de pratique rogerien, et puis autre contemporain, Watson, à qui il va reprendre la notion d'inconscient. C'est-à-dire il va reprendre l'idée que l'inconscient est une boîte noire, et qu'il n'y a pas besoin d'aller voir à l'intérieur de la boîte noire pour pouvoir modifier les comportements. Et il y a vraiment une connivence, qui se lie d'ailleurs maintenant dans les pratiques notamment anglo-saxonnes, il y a vraiment une connivence importante entre la pratique ericksonienne et la pratique en thérapie cognitive et comportementale, du fait des emprunts d'Erickson, notamment à cette notion d'inconscient, et à l'importance qu'il va donner à la notion de comportement dans les suivis hypnotiques. À partir du moment où il va donner cette notion de comportement, à la notion de comportement une place importante, il va dire la relation, elle est tout à fait fondamentale, mais la question est comment est-ce que je peux modifier les comportements de mon patient. Et du coup, il va axer beaucoup plus sur les processus de communication, c'est-à-dire dans la communication que j'ai avec l'autre, qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir influencer le comportement de l'autre dans le sens qui est attendu, dans le sens qui est désiré par le patient. Et donc il va en partie, là aussi, réemprunter à Rogers, mais pas que, il va développer les suggestions indirectes qui n'étaient pas présentes jusque-là. Jusque-là, on était effectivement dans le « dormez, je le veux », Mesmer, XVIIIe siècle, ça a réellement existé. On était réellement dans la pratique du pendule, c'était James Braid qui utilisait le pendule pour demander à quelqu'un de fixer, au patient de fixer un objet brillant devant les yeux, et puis il avait toute une théorisation que le mouvement devant les yeux du patient, à droite et gauche, et de gauche à droite, avait une imprégnation au niveau neurologique qui permettait de soigner un certain nombre de troubles, dont les troubles traumatiques. Donc tout ça a réellement existé. Erickson va amener plutôt une approche qu'on va dire indirecte, c'est-à-dire une approche qui consiste à ne pas formuler les suggestions trop directement pour éviter d'éveiller les résistances du patient. C'est une histoire de vie, je ne reviens pas là-dessus pour Erickson. En fait, durant ses études de médecine, en fait, pour une raison qu'on ignore, Clark Hull, qui était un grand expérimentaliste à la fois en psychologie et en hypnose, lui a interdit de pratiquer l'hypnose. Et donc du coup, pour une brouille qu'on ignore, et donc du coup, il devait faire de l'hypnose sans montrer qu'il faisait de l'hypnose. Et en fait, c'est à partir de là qu'il a commencé à développer les suggestions indirectes. Donc la dimension de la relation, elle va être développée en psychodynamique, et puis également par les apports strictement en termes de communication, Erickson, deuxième partie du XXe siècle. Et donc avec ces 2 ingrédients, la transe
et la relation, vous avez en fait ce qu'est l'hypnose. Voilà. Il faut les deux ingrédients. Si vous n'avez que la communication, vous êtes dans une approche thérapeutique classique, si vous n'avez pas la transe. Si vous n'avez que de la transe, vous êtes dans du distractif. Mais il faut vraiment que les deux soient unifiés pour qu'on puisse parler d'hypnose. Il faut qu'il y ait un état hypnotique créé chez le patient, ou suscité chez le patient, et il faut en même temps qu'il y ait un mode de relation singulier qui se soit créé entre le praticien et le patient, qui va permettre de pouvoir travailler, notamment la réalité. Je vais y venir dans quelques minutes. L'hypnose, et je vais avoir très peu de réponses là-dessus, pose la question de la conscience. À l'heure actuelle, l'hypnose dans les laboratoires dans le monde, si on fait la somme de ce qui est pratiqué dans le monde, l'hypnose est l'état de conscience le plus étudié au monde. Pour quelle raison ? La première, c'est parce que ça pose la question de la conscience, mais la question de la conscience au-delà d'attention. J'ai conscience, je ne peux pas avoir conscience dans l'absolu, j'ai conscience de quelque chose, j'ai conscience du mur qui est en face de moi, parce que je vois le mur qui est en face de moi. Donc du coup, on sent que la conscience est intimement liée à la notion d'attention, mais elle n'est pas réductible complètement à la notion d'attention. Quand on est conscient, on n'est pas juste dans une perception de ce qui est tangible dans la réalité. Donc l'hypnose permet, parce que justement ça permet de modifier facilement les états attentionnels, l'hypnose permet d'étudier la conscience de façon peut-être plus simple, en tout cas plus paradigmatique que dans d'autres approches. La deuxième, c'est parce que la particularité de l'hypnose est de pouvoir créer des hallucinations vraies, des processus délirants. C'est-à-dire qu'en état de transe, on devient en capacité de modifier tellement sa réalité que l'on peut créer des hallucinations auditives, visuelles chez une personne. Alors, ça a l'air de rien, ou plutôt ça paraît énorme quand on dit les choses comme ça, mais en fait, quand on demande à un patient qui par exemple a des douleurs à type de brûlure, est-ce que ça serait plus simple à votre avis de diminuer la flamme ou de vous protéger de la flamme qui crée ces chaleurs-là, que le patient répond ça serait plus simple de diminuer la flamme, qu'on lui demande d'imaginer un bouton, c'est une hallucination. Et il faut qu'il y ait hallucination pour que la douleur soit modifiée. Si le patient n'hallucine pas le thermostat, il ne peut pas y avoir de modification de la douleur. Là aussi, on pourra éventuellement y revenir, mais c'est ce qui fait la différence entre l'hypnose et l'imagination pure. On dit parfois, l'hypnose, c'est de l'imagination, c'est de la visualisation. C'est pas simplement que ça. C'est ce que Émile Coué appelait, c'est de l'imagination créatrice. S'il n'y a pas hallucination, donc bien plus que d'imagination, ça ne fonctionne pas l'hypnose. Il faut que le patient hallucine quelque chose dans la réalité et l'oriente à visée thérapeutique pour que ça puisse se passer. Donc c'est pas juste de l'imagination. Ce qui permet d'ailleurs dans les protocoles de recherche du coup de faire du versus imagination ou visualisation mentale. Parce que justement ce n'est pas que ça. Et donc à partir du moment où l'hypnose crée des hallucinations, et ben du coup dans les laboratoires qui étudient les processus délirants et maintenant les processus conversifs, puisque l'hystérie revient à grands pas dans les laboratoires, tout le temps, vous connaissez, c'est toujours une sinusoïde. Dans l'histoire de la psychopathologie, l'hystérie, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Ça revient de plus en plus, là, sous forme de conversion. On va en fait utiliser l'hypnose pour étudier ces processus hallucinatoires, délirants, à la fois dans les troubles qu'on appelle dissociatifs, schizophrénie, état limite, versant psychotique, etc. Et aussi de plus en plus, maintenant, ce que l'on appelait autrefois donc l'hystérie, et que l'on va limiter maintenant au processus conversif, et on est en train de se demander si en fait Charcot n'avait pas finalement assez raison dans ces liens entre hypnose et hystérie, non pas que l'hystérie soit de l'hypnose ou que l'hypnose soit de l'hystérie, mais qu'il y ait effectivement une base dans les processus de conversion qui soit commune entre l'hystérie et puis donc processus patho et puis l'hypnose, y compris dans le processus normal. Donc en fait l'hypnose, contrairement à ce qu'on entend parfois en disant c'est mystérieux, c'est énigmatique, oui, comme tout objet de recherche, on n'en sait pas tout, mais on sait quand même beaucoup de choses maintenant sur l'hypnose. C'est quand même beaucoup moins de dimensions inconnues comme on pouvait l'avoir jusqu'à présent. Donc on n'a pas encore les réponses concernant la conscience, on explore, voilà, mais en tout cas il y a un lien entre les phénomènes de conscience et l'utilisation de l'hypnose. La dimension de la réalité, autre dimension importante en hypnose, je vous le disais, on crée des hallucinations en hypnose, on fait que ça en fait. On crée des hallucinations et des processus délirants
Je ne sais pas si c'est moins bien ou mieux que lorsqu'on donnait du LSD aux patients, mais en tout cas, on est autorisé à le faire. Donc on crée des hallucinations, et en douleur on fait que ça, hein. Créer des hallucinations à l'autre, d'analgésie, d'anesthésie, c'est des hallucinations. Donc c'est vrai qu'on est dans une modification de la réalité. C'est vraiment cette notion que la réalité est en fait ce que le sujet décide qu'elle soit. Voilà. C'est les anticipations douloureuses, mais qui peuvent du coup être aussi des anticipations de soulagement, etc., etc. C'est vraiment cette idée que la réalité, elle est ce que l'on décide qu'elle soit, et j'y reviendrai en conclusion sur l'évolution des psychothérapies, avec la survenue de la virtualité, bien sûr, dans nos psychothérapies. Donc il y a vraiment cette idée que la réalité, elle est ce que l'on décide. C'est toujours, et sans doute que vous êtes plusieurs à m'avoir entendu là-dessus, mais je rappelle toujours cette étude de Janssen, milieu des années 90. Le Janssen prend une population supposée de non-douloureux chroniques, puisque les gens répondent non à la question « Est-ce que vous avez déjà eu une douleur qui a duré plus de 2 semaines dans les 2 ans qui viennent de s'écouler ?» Tous ceux qui disaient non, donc non-douloureux chroniques, ils les prenaient. Cliché du rachis, ils montraient ça à des spécialistes, et les spécialistes déterminent en fait qu'il y a 30% des clichés qui correspondent à des clichés de douloureux chroniques. Voilà. C'est-à-dire que le soit tassement vertébral, soit la colonne qui est dans un angle pas possible. Mais en fait, les spécialistes disent qu'il y a 30% de gens qui en fait devraient être des douloureux chroniques, mais qui par définition ne se définissent pas en tant que tels. C'est-à-dire ça fait bien la différence, que l'on connaît nous parfaitement dans nos cliniques, entre le percept douloureux et l'expérience douloureuse. La douleur, une information parmi 400 000 informations, 300 et 400 000 qui arrivent au cerveau à chaque seconde. Et donc du coup, c'est pas que le patient décide d'être douloureux, c'est qu'en fait, la réalité du patient peut être modifiée, puisque dans la population générale, certaines personnes, entre guillemets, ne se rendent même pas compte qu'elles sont douloureuses chroniques, c'est-à-dire la perception arrive au cerveau, mais elles font autre chose de leur expérience de vie. Et donc à partir du moment où on est dans cette création, où en tout cas on perçoit que la réalité de quelqu'un c'est ce qu'il décide qu'elle soit, ou ce qu'il en fait, l'hypnose par ce jeu d'hallucination va venir pour pouvoir modifier dans le sens espéré ou attendu, en tout cas d'aller le plus loin que l'on peut, modifier cette réalité particulière. On modifie l'expérience du patient, on ne modifie pas le percept. J'anticipe sur ma notion de fausse pensée que je vais aborder tout à l'heure. L'hypnose ne permet pas que l'information n'arrive pas au cerveau. On ne modifie pas la neurologie. Avec l'hypnose, on modifie l'expérience du patient. Donc, par rapport à l'étude qui était citée tout à l'heure, je peux déjà vous donner les résultats de ce qu'ils ont trouvé à l'hôpital. Ils vont trouver qu'il y a un avantage de l'hypnose sur la relaxation dans les douleurs neuropathiques, mais ils vont trouver également que le percept douloureux n'est pas statistiquement significatif par rapport à la diminution avec hypnose que sans hypnose, mais que par contre les patients vont dire qu'ils sont vachement mieux maintenant qu'ils ne l'étaient auparavant. Voilà. C'est ce qu'on trouve dans absolument toutes les études. Pas de modification du percept, une modification sur l'expérience douloureuse du patient, et dans un sens qui est plutôt supérieur. Il y a des discussions pour les TCC, mais ça n'a pas grande importance, qui est plutôt supérieur à l'hypnose, parce que c'est vrai que l'hypnose joue très directement sur cette question de l'hallucination et des processus délirants. Troisième ingrédient important, avec la notion de conscience, la notion de réalité, la notion de percept. L'hypnose remet du corps dans la relation entre le thérapeute et son patient. On ressent l'expérience. On n'est pas dans une élaboration intellectuelle de la situation. Alors, très exactement, l'élaboration ne se fait pas pendant la séance. Il ne faut pas s'empêcher de penser. Il y a chez un certain nombre de nos collègues une sorte de passion de l'ignorance, pour reprendre un terme qui avait été utilisé avant moi, dans un autre cadre, et qui disent finalement, puisqu'on fait de l'hypnose, il n'y a plus besoin de psychopathologie, il n'y a plus besoin de penser à ce que l'on fait, il suffit que le patient finalement apprenne à faire de l'hypnose. Non, c'est tout à fait faux. Un patient qui a besoin d'un suivi psychothérapeutique, il a besoin d'un suivi psychothérapeutique. Et donc c'est pas parce qu'on fait de l'hypnose qu'il n'y a plus besoin de repères psychopathologiques pour savoir un peu où on met les pieds, pour pouvoir construire une démarche thérapeutique. Et c'est pas parce qu'on fait de l'hypnose qu'il ne faut plus penser à ce qu'on est en train de faire. La seule chose effectivement, c'est que quand on est en séance avec le patient, il y a quelque chose qui se joue dans l'immédiateté du percept. C'est-à-dire qu'on
je reviendrai sur la position du thérapeute tout à l'heure, mais on se laisse guider uniquement par ce que l'on ressent et on ne travaille que sur le ressenti. Il y a une approche très phénoménologique derrière, que sur le ressenti en fait du patient, dans l'actualité de la session d'hypnose. Donc effectivement, il n'y a pas d'élaboration. Il n'y a pas d'élaboration intellectuelle de ce qui est en train de se passer durant la séance d'hypnose. Et c'est cette modification de l'expérience au travers d'un processus d'hallucination qui va permettre au patient d'avoir une autre approche de sa réalité et donc de travailler pour atteindre les objectifs que lui-même aura fixés ou qu'on aura travaillé avec lui. Donc voilà à peu près là où j'en suis de la compréhension de l'hypnose. La deuxième partie, un dernier point quand même, parce que sur la définition. Pour moi, la définition, on va dire, pour initier, que je donne à l'hypnose, parce que c'est pas la définition que je donne lorsque je fais des formations ou des topos sur l'hypnose de prime abord. Pour moi, l'hypnose, c'est un effet placebo structuré. Ce n'est rien d'autre qu'un effet placebo structuré. Ça ne veut pas dire que l'hypnose c'est du placebo, d'ailleurs les études notamment en neurosciences montrent le contraire, donc c'est pas un placebo l'hypnose, mais c'est un effet placebo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'hypnose permet de jouer sur beaucoup de dimensions non spécifiques présentes dans la relation. La dimension de la suggestion, la dimension du cadre, de l'effet cadre, d'apprendre à jouer sur ces effets cadres-là, sur la position que l'on a par rapport à l'autre, la façon dont on va jouer des métaphores, des structures langagières, la façon dont on va utiliser ce que l'on représente pour l'autre, la façon dont on va jouer sur ses anticipations, sur ses croyances. Je vais venir tout à l'heure. Donc c'est pour ça que, pour ma part, là où j'en suis, c'est de définir l'hypnose comme étant un effet placebo structuré. Intentionnellement, on joue sur ces dimensions non spécifiques de la relation. Et pour moi, l'hypnose, je ne vais pas dire n'est que ça, parce que chaque fois qu'on dit ce n'est que ça, on se trompe tout le temps, mais c'est beaucoup ça, l'hypnose. C'est beaucoup de jouer sur tous ces facteurs-là qui sont là à l'insu finalement de la relation et que l'on va utiliser de façon plus intentionnelle. Donc le deuxième chapitre dont je voulais parler avec vous, c'était sur quelques fausses pensées ou fausses idées que l'on peut avoir par rapport à l'hypnose. La première, c'est que première notion qui me paraît importante, l'hypnose ne soigne rien. Ça n'a jamais guéri personne, ça ne soigne strictement rien. L'hypnose est de nature psychologique, c'est une prise en charge psychologique des patients, même si évidemment l'hypnose pose la question du dialogue entre le corps et l'esprit, pour reprendre l'expression de Keller, que j'aime bien. Pour autant, on est dans un fait relationnel. L'hypnose, c'est un fait relationnel. C'est la rencontre entre deux praticiens autour d'un objectif qui va être fixé. Alors, évidemment que le langage de nos collègues soignants va être de transformer l'hypnose en un analogue médicamenteux. Ils vont prescrire de l'hypnose, ils vont réfléchir à l'hypnose en termes d'indications, de contre-indications, d'effets secondaires, de l'hypnose en prémédication, avant une opération, etc. Mais parce que c'est la culture soignante. En vrai, l'hypnose n'a rien, évidemment, d'un médicament. La structure peut être, la façon dont on l'utilise peut être dans une structure très soignante, mais la nature même de l'hypnose est d'être de nature psychologique. Donc il n'y a pas de soin derrière, il n'y a pas de guérison qui soit envisageable avec l'hypnose. Il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est une modification de l'expérience du sujet. Comme toute modification de l'expérience, le panel ensuite est ouvert. Mais l'hypnose en tant que telle ne soigne rien. Ça ne permet pas de guérir d'une douleur, ça ne permet pas d'arrêter de fumer, ça ne permet pas de perdre 30 kilos, sinon vous pensez bien, je l'aurais déjà utilisé. Ça ne permet pas non plus tout d'un coup de pouvoir vivre une opération ou une extraction dentaire sans aucune préparation ou sans anesthésie locale, etc. etc. Ça permet juste d'autoriser le patient, de créer un contexte où le patient va s'autoriser, c'est plus juste de dire les choses comme ça. L'hypnose va permettre de créer un contexte où le patient va s'autoriser à mettre un peu de jeu dans la façon dont il perçoit sa réalité, son expérience. Pour utiliser un mot emprunté à la thérapie ACT, mais je crois effectivement que c'est fondamental, l'hypnose joue sur la flexibilité psychologique. On est sur quelque chose de l'ordre de la flexibilité psychologique, là où l'expérience, alors douloureuse, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, fait que le patient va tout se recroqueviller sur sa douleur, va rigidifier tous ses processus pour essayer de contrôler, de maîtriser et de mettre dans un enclos
c'est un support qu'il appelle la douleur. Et donc là où effectivement il met dans un enclos, l'hypnose va permettre de pouvoir un peu aérer les mécanismes, en tout cas va proposer d'aérer les mécanismes, va proposer de mettre un peu de jeu dans ce système-là pour que l'expérience soit modifiée. Mais l'hypnose, c'est une affaire de contexte. Ce n'est pas un agent actif thérapeutique sur la douleur, le tabac, etc. C'est un jeu de contexte, en fait, l'hypnose. C'est un fait relationnel, sur lequel on va agir intentionnellement pour certains mécanismes et qui va autoriser le patient à vivre autre chose. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'on ne puisse pas refaire les études que l'on fait sur l'hypnose au bloc opératoire avec la relaxation sans obtenir strictement les mêmes résultats. Je suis quand même particulièrement convaincu que ce n'est pas l'hypnose qui permet d'être opéré, entre guillemets, sous hypnose. C'est en fait le fait que vous avez quelqu'un qui vous accompagne, et qui vous accompagne d'autant mieux que vous avez une petite couverture chimique quand même dans l'affaire. Certaines opérations peuvent être faites sans couverture chimique, mais les études montrent que c'est profondément inconfortable pour les patients. Le niveau d'inconfort est complètement majoré avec l'hypnose seule qu'avec l'hypnose avec une couverture chimique, ce qui paraît sédative et antalgique, les deux. Ah oui. Et donc ce qui paraît évidemment évident à dire, et en même temps c'est bon de le rappeler, parce que parfois on a des collègues qui veulent aller vers l'exploit et ne faire que sous hypnose. Non, les patients sont beaucoup plus inconfortables avec l'hypnose seule que lorsque l'on met la couverture chimique. Et donc du coup, il faut parfois rappeler qu'il faut évidemment viser le confort maximal du patient avec le moins de médicaments possible et que l'acte soit réalisable par le chirurgien sans danger pour le patient. Mais le but, c'est le confort maximal, c'est pas l'exploit en fait. Donc on est effectivement dans une pratique qui ne guérit pas, qui ne soigne rien, mais qui joue sur un effet de contexte où le patient va pouvoir, en tout cas on y invite, gagner un peu de flexibilité par rapport à ses propres processus. La deuxième, c'est que l'hypnose en fait n'enlève pas les douleurs du patient. Lorsque le patient dit « je n'ai plus mal » ou « ça va mieux », en vrai, c'est qu'il est dans la zone 0 à 2, donc vous savez que ce sont des douleurs qui sont en fait supportables par le patient. C'est une question d'interprétation. Donc là aussi, ça permet de pouvoir recadrer parfois les demandes des patients et parfois les demandes ou les questions que l'on peut avoir de nos collègues et qui pensent que l'on va faire mieux qu'eux avec l'hypnose. L'hypnose n'enlève pas les douleurs. L'hypnose permet au mieux de descendre dans une zone de confort ou de support pour les patients qui fassent qu'à un moment donné, ils peuvent éventuellement dire « je n'ai plus mal », mais en vrai, la douleur est toujours présente. Il y a évidemment ce mécanisme important qui est que on va redonner, et ça va être le but de l'auto-hypnose sur laquelle je viens, un peu de contrôle ou de sentiment de contrôle en fait au patient, et que même le patient qui descend de 8 à 6 avec l'hypnose, tout est gagné. C'est-à-dire tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a une partie de sa douleur qui est malléable, là où tout d'un coup, ou jusqu'à présent, il pensait être complètement submergé par sa douleur. Et donc c'est vrai que l'hypnose n'enlève pas la douleur, mais l'hypnose permet de vivre autrement et parfois de descendre jusqu'à une zone qui permet donc un certain confort par rapport à la situation. Et donc certains patients se définissent comme étant non douloureux, mais en fait ce n'est pas le cas. Si on mesure, on voit qu'il y a toujours la perception douloureuse qui est présente au niveau du cerveau. Et donc la question de l'auto-hypnose. Alors c'est pas une sorte d'élucubration personnelle ou une sorte de gloriole de dire l'auto-hypnose n'existe pas. Je ne suis pas du tout le premier à le dire. Le premier, c'est Ligard. Ensuite, il y a eu Barber également qui l'a dit, qui ont été deux grands noms dans la pratique et dans l'étude de l'hypnose par rapport à la douleur. Il y a Jeffrey Zeig au dernier congrès d'hypnose qui également l'a dit. Alors certes, c'est tous des psychologues, on est d'accord, mais enfin, malgré tout, il y a cette notion qui est importante. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que l'auto-hypnose en tant que telle, comme l'hypnose n'est pas un médicament, l'auto-hypnose précisément n'auto-soigne pas les patients. C'est en ça qu'on dit que l'auto-hypnose en fait ne sert à rien, c'est-à-dire que s'il suffisait finalement à un moment donné de se mettre devant des nuages pour essayer de discerner le premier qui arrive à voir un lapin dans les nuages, c'est de rentrer dans un phénomène de transe pour se guérir de quelque chose que l'on a, depuis le temps ça se saurait. Il peut y avoir un effet distractif. C'est-à-dire pendant les 20 minutes où je regarde les nuages, je ne ressens plus ma douleur. Ça oui, c'est de la distraction. Il n'y a pas un effet thérapeutique. Ça permet juste pendant un temps de ne plus y penser, ce qui est encore autre chose.
Mais l'auto-hypnose, il n'y a pas d'agent thérapeutique derrière l'auto-hypnose. En fait, l'auto-hypnose va agir pour au moins deux bonnes raisons. La première, en fait, je l'ai citée. C'est-à-dire que lorsque l'on propose au patient de faire de l'auto-hypnose, on est en train de lui dire de façon indirecte, mais vous savez, là, vous avez l'impression, premier temps, que votre douleur était quelque chose qui était incontrôlable, qui vous submergeait. En vrai, vous allez vous rendre compte que vous avez une action dessus. On ne lui dit pas comme ça, on attend qu'il en fasse l'expérience par lui-même, que lorsqu'on lui demande de reproduire ce qu'il a fait avec nous, du coup, il se rend compte qu'il y a une part de sa douleur qui peut être modifiée. Ça, c'est une vraie révélation. Donc du coup, l'auto-hypnose permet que le patient fasse l'expérience que sa douleur ne s'impose pas à lui de façon aussi monolithique qu'il le pensait jusqu'à présent. La deuxième dimension qui est associée à l'auto-hypnose, c'est que ça permet aussi que le patient commence à prendre une position plus active par rapport à sa prise en charge. Et pour le coup, j'ai utilisé une analogie du champ de la médecine, c'est l'équivalent des doses de secours. Quand un médecin fait son ordonnance et puis il met, si besoin, voilà, les doses de secours. En fait, c'est ça l'auto-hypnose. C'est-à-dire que l'auto-hypnose permet aussi que le patient gagne en autonomie par rapport à sa prise en charge. Tellement en autonomie qu'on est en train de préparer le moment où il va pouvoir se séparer de nous. Parce que justement, on lui dit, c'est le deuxième temps, tu penses que c'est moi qui ai un pouvoir et que par l'hypnose je joue sur ta douleur, mais en fait, progressivement avec l'auto-hypnose, je suis en train de te faire réaliser que c'est toi qui t'hypnotises toi-même et ce n'est pas moi qui suis en train de t'hypnotiser. Et donc du coup, je suis en train de travailler la question de l'autonomie du patient par rapport à sa prise en charge. Enfin, la troisième, qui en fait chronologiquement est la première, c'est que la pratique de l'auto-hypnose permet de prolonger les effets thérapeutiques de la relation. C'est-à-dire que lorsque l'on propose au patient un exercice d'auto-hypnose, en fait, on lui propose de prolonger ce qu'il a vécu et ce qui a été mis en jeu dans la relation avec nous. C'est tellement vrai que lorsqu'on revoit les patients en consultation ou le lendemain en chambre et qu'on leur dit alors comment ça s'est passé, 100% des cas, ah bah c'était difficile. Pourquoi c'était difficile ? Bah parce que vous m'avez manqué, il m'a manqué le son de votre voix, c'était plus simple quand vous étiez présent. Donc il y a toujours, en fait, il marque que la relation n'a pas été là et que ça a empêché. Et donc du coup, on fait comme si on ne comprenait pas que c'était de la relation dont il était question, et donc du coup on dit, bah, on va refaire un exercice, cette fois-ci, faites comme si vous aviez un MP3 dans la tête, plus une bande magnétique, parce que vous allez avoir les jeunes patients notamment qui vont rigoler. Donc voilà, pas de magnétophone, pas tout ça, hein, c'est un MP3 dans la tête, et vous allez enregistrer le son de ma voix, comme ça quand vous referez l'exercice tout seul, vous pourrez vous repasser le son de ma voix et ça va pouvoir vous aider. Donc en fait, la pratique de l'auto-hypnose prolonge en fait les effets de la relation thérapeutique. Le patient, quand il se met en auto-hypnose, il reconvoque son praticien à côté de lui. Et donc du coup, on est effectivement avec la pratique de l'auto-hypnose dans quelque chose qui installe une continuité dans le suivi thérapeutique, où le patient gagne en contrôle, gagne en autonomie, et c'est en fait la somme de ces trois ingrédients qui fait que l'auto-hypnose va avoir des vertus que l'on espère thérapeutiques, mais ce n'est pas l'auto-hypnose pour elle seule. Ce n'est pas l'auto-hypnose comme agent seul et isolé qui a des vertus, même si on peut parfois le présenter comme ça parce que c'est plus simple et que, en bon magicien, on n'a pas non plus à révéler tous nos tours aux patients, en tout cas de suite. Et puis il y a un autre aspect, ce qui va me permettre de pouvoir passer à la troisième chapitre que je voulais évoquer avec vous. Il y a aussi un autre aspect qui est important sur le fait de ne pas dire en fait au patient qu'on lui demande l'auto-hypnose pour qu'il gagne en autonomie, etc., etc. C'est parce que c'est important que les patients croient que c'est nous qui avons le pouvoir. En hypnose, j'entends. Hein. On pourrait avoir une discussion sur le reste, mais moi je ne parle que de l'hypnose. En fait, je vous le disais tout à l'heure, hypnose, 18e siècle, notre façon occidentale de nommer ce que l'on appelle le trans à visée thérapeutique. On a une longue histoire en fait de l'hypnose qui est une histoire dont on connaît vraiment l'importance en termes de représentation. C'est-à-dire que depuis 2 siècles, l'hypnose c'est un pouvoir que certains possèdent qui permet d'endormir les patients, dans lequel on va leur intimer des ordres qu'ils vont exécuter sans même s'en rendre compte, et pour lesquels il y a une amnésie
au réveil. C'est-à-dire que l'hypnose, depuis plus de 2 siècles, est associée en fait à un pouvoir particulier, et un pouvoir en lien avec la possession. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour ça que dans quasiment tous les cas, lorsque vous avez une hypnose de spectacle, l'hypnotiseur va toujours commencer par une chute. C'est-à-dire qu'il va commencer par, donc fixez-moi dans les yeux, machin, etc. Il fait les gros yeux au spectateur, il lui parle d'une voix forte. En tout cas, il va changer sa voix. Hein. Si vous écoutez Mesmer, il change sa voix parce que c'est le moment où le pouvoir commence. Donc il ne parle pas comme d'habitude avec son accent québécois. Il faut qu'il prenne une voix qui est différente quand il hypnotise. Quoique l'accent québécois peut être très hypnotisant, mais en l'occurrence, il change sa voix. Et quasiment dans tous les cas de figure, et c'est la même chose pour tous les hypnotiseurs de spectacle ou presque, ils commencent par une chute des corps. Pourquoi ? Parce que depuis le Moyen-Âge, la chute des corps, c'est le signe qui est associé à la possession. Vous savez que vous êtes possédé, ou on sait qu'une personne est possédée quand elle chute en fait. Le démon fait chuter les corps. Et donc quand un corps chute, c'est que vous êtes possédé. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis 2 siècles, le signe distinctif de la puissance de l'hypnotiseur sur le spectateur, c'est en fait la chute des corps qui indique qu'on commence à le posséder. On prend possession de l'autre à un moment donné. Je termine avec cette petite virgule historique en vous disant aussi, parce que je le rappelle avec délectation, et je m'étais fait un plaisir de le dire à Mesmer d'ailleurs quand on s'était rencontrés, que le terme, ce qui s'appelle le fascinateur, Mesmer, il se fait appeler le fascinateur. En fait, le terme de fascination, et de fascination vient de fascination hypnotique, et le terme de fascination hypnotique, elle a été forgée à partir d'un mot qui est fascinum, qui est en fait un mot romain, et les fascinums, en fait, c'était des petites amulettes en forme de phallus, qu'on portait, donc à Rome notamment, tout le monde se baladait avec son petit phallus autour du cou. Ça a été perduré, cette histoire-là, jusqu'au Moyen-Âge. En fait, les fascinums, donc les phallus, étaient en fait des amulettes qui préservaient du mauvais œil. Et c'était vraiment le mauvais œil, c'est la possession par le mauvais œil. Et en fait, ce terme de fascinum a donné le terme de fascination hypnotique, enfin magnétique puis hypnotique, parce que l'on fascinait par le regard et que l'on possédait par le regard l'autre, et c'est devenu ensuite le terme de fascinateur. Voilà. Autrement dit, Mesmer n'est qu'un immense phallus, vous y penserez la prochaine fois que vous verrez sur scène, mais voilà, lui qui se prétend le fascinateur, on est effectivement là-dessus. Donc c'est la notion de pouvoir en fait, c'est la notion de pouvoir et de pouvoir qui permet de posséder l'autre. Voilà. Cette histoire-là, elle est super importante dans notre activité thérapeutique. Et moi, je suis absolument content et ravi que l'on continue à avoir des représentations fortes de l'hypnose, à la fois au cinéma. Il y a évidemment l'île de la jungle, mais vous avez vu dans l'île de la jungle, si vous avez vu la version numérisée, ils ont enlevé justement la scène où K.A. ait confiance. Ouais. Ils ont enlevé ça. Mais oui, c'est scandaleux. On devrait faire une pétition pour... Et donc du coup, voilà, qu'on ait K.A., et qu'on ait les hypnotiseurs de spectacle, parce qu'en fait, ils maintiennent cette dimension de croyance dans le pouvoir de l'hypnose présent y compris en thérapie. C'est tellement présent que vous avez des chercheurs, dont Gandhi, qui avaient fait des études qui montraient en fait que, là aussi je la rappelle souvent, mais elle est assez prototypique, cette étude-là, en fait ils avaient fait 3 groupes. Premier groupe, ils demandaient un ensemble de tâches. Alors ils avaient commencé par les tâches cognitives, je vais m'en limiter à ça parce que pour le reste les conclusions étaient les mêmes. Donc ils avaient demandé en fait des tâches cognitives, de remémoration, etc. à un groupe sans préparation. Le deuxième, on leur disait on va faciliter votre travail à propos donc de l'acquisition de la mémoire, etc., etc. Et je vais vous hypnotiser, et il lisait en fait un script d'hypnose, et dans le troisième cas de figure, pareil, je vais améliorer vos capacités de mémoire en utilisant de l'hypnose, en utilisant de la relaxation dans le troisième cas de figure, mais il lisait en fait le script d'hypnose. Donc groupe 2, groupe 3, c'était le même script d'hypnose qui était lu, mais dans le groupe 2 on disait que c'était de l'hypnose, dans le groupe 3 on disait que c'était de la relaxation. Et ce que Gandhi et son équipe ont montré, c'est qu'en fait, les effets sont 30% meilleurs dans les activités cognitives lorsque l'on prononce le terme hypnose que lorsqu'on ne le prononce pas. C'est-à-dire qu'il y avait 30% d'efficacité supplémentaire dans le groupe hypnose par rapport au groupe relaxation. C'était les 2 mêmes scripts qui avaient été lus. Mais la seule différence, c'est qu'on avait dit dans le groupe 2 c'est l'hypnose, et dans le groupe 3 on avait dit relaxation. Et qu'effectivement la relaxation est moins connotée que le mot hypnose. Et c'est pour ça que
je dis quand je fais de la formation, chaque fois que vous pouvez dire le terme hypnose, dites-le, parce que sinon vous vous privez de toute l'efficacité thérapeutique associée à l'hypnose, à la croyance qui est associée à l'hypnose, qui fait partie de l'hypnose comme son ADN, et qui est spécifique, que l'on ne retrouve pas en sophro, qu'on ne retrouve pas en relaxation, etc., etc. C'est tout à fait spécifique de l'hypnose, cette dimension-là. Et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a l'impression que j'ai fait une digression, mais non, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, il est important que le patient, au début, croit que c'est nous qui avons le pouvoir, parce qu'en fait, on a besoin de ça pour potentialiser les effets thérapeutiques en hypnose. D'autant plus si le patient vient nous voir pour de l'hypnose, ou que l'on est annoncé comme étant faiseur d'hypnose. Et donc effectivement, il faut donner à l'autre sa croyance pour qu'il aille dans des pensées autoréalisantes. Voilà. Donc, le fait de ne pas démentir cette croyance-là permet de potentialiser les effets thérapeutiques, et malgré tout, comme on n'est pas tout puissant, qu'est-ce qui va permettre de pouvoir sortir justement d'une position d'hypnothérapeute qui est en fait à la place de l'autre? C'est l'auto-hypnose. C'est-à-dire que lorsque on demande au patient de faire de l'auto-hypnose, on est en train de lui suggérer qu'en vrai, c'est pas nous qui avons le pouvoir, mais c'est que le pouvoir est partagé avec lui. Et quand il va revenir au bout de 2 fois, 3 fois, 4 fois, en disant « bah là j'ai réussi », alors au début, ça a duré que le temps de la séance, et puis voilà, ça va aller un peu plus loin, etc. En fait, il est en train de réaliser que lui peut aussi faire des choses pour lui-même, du fait de ce pouvoir que l'on appelle l'hypnose. Autrement dit, vous faites un jeu de bascule, passer de l'hypnotiseur tout-puissant, l'hypnothérapeute tout-puissant, au patient tout-puissant, pour dire les choses un peu rapidement, mais vous ne restez pas dans une position, en tout cas, de toute puissance par rapport à l'autre, mais la particularité de l'hypnose, c'est qu'effectivement, on convoque cette toute puissance, et que pour ma part, je trouve extrêmement dommage de s'en priver. C'est la raison pour laquelle, en pratique clinique, jamais vous m'entendrez démystifier l'hypnose auprès des patients, faire appel aux clichés en neurosciences, en disant au préalable, qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose? Mais non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme le spectacle, machin. Je ne dis jamais ça, je laisse les patients dans leur croyance toute puissante. Alors évidemment, quand vous leur posez la question malgré tout, ils vont vous dire, ouais, mais je sais que Mesmer, c'est pas vrai, machin, etc. Tu parles. Ils ont tous cette croyance-là. Et c'est-à-dire que lorsque vous commencez votre séance d'hypnose, vous ne leur demandez même pas de rester immobile, ils vont rester immobiles. Vous ne leur demandez pas de fermer les yeux, ils vont fermer les yeux. Vous ne leur intimez pas l'ordre de ne pas parler, mais ils n'oseront pas parler. Vous diront après, à un moment donné, j'aurais bien. Et qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas fait? Ah ben, je ne savais pas que je pouvais faire. Donc ils vont entrer en fait dans ce schéma-là. Ce schéma où c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui faisons à un moment donné. Et puis évidemment, si par malheur l'hypnose n'était pas profonde, suffisamment profonde, ils vont vous dire, mais c'est que ça l'hypnose? Et vous allez répondre, bah ouais, c'est que ça. Parce ils s'attendront en fait à vivre une expérience dans laquelle ils vont être complètement déconnectés, et en plus, il devrait y avoir une amnésie au réveil, alors qu'en fait, il n'y a pas d'amnésie au réveil. Mais peu importe, le processus thérapeutique est présent, et puisqu'ils accordent du crédit à cette dimension-là, on va pouvoir s'en servir thérapeutiquement, et je pourrais continuer, vous le sentez bien longtemps là-dessus, mais pour moi c'est quelque chose de fondamental et que j'ai inclus dans ma pratique. Je joue avec les croyances de l'autre, je joue complètement avec cette dimension-là, j'assume complètement ma position de toute puissance dans la relation thérapeutique, dans les premiers temps de la relation thérapeutique avec l'autre. Avant, j'essayais de m'en défendre, ça ne sert à rien. J'assume complètement ma toute puissance et je suis le grand professeur qui fait de l'hypnose et qui va réussir là où personne n'a réussi à soigner le patient avant moi. J'assume totalement ça dans les premières séances, puis ensuite, évidemment, on arrive sur des situations un poil plus complexes. Voilà. Mais en tout cas, on engage la discussion et la relation là-dessus. La dernière dimension, en tout cas la plus que je vais aborder avec vous, c'est cette dimension psychologique. Qu'est-ce qu'on a dit en fait du processus psychologique derrière l'hypnose? Il y a cette dimension de la relation qui a été identifiée, je vous le disais très tôt, comme étant le véritable agent en fait thérapeutique de l'hypnose. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que souvent on fait parler notamment Nakache, mais pas que, les grands neuroscientifiques actuels sur l'hypnose, sur la conscience. En fait, c'est assez intéressant de discuter avec eux, et vous pouvez d'ailleurs retrouver parfois dans les conférences en ligne, quand on leur pose la question de « alors et l'hypnose ?», ils renvoient tous à la question de la relation. Nakache, je ne sais pas si vous y aviez été, il y a une conférence très intéressante à la Salpêtrière sur la créativité,
il y a de ça à peu près 6 mois, je pense, dans lesquels Nakash était. Et à un moment donné, donc quelqu'un a posé la question justement de l'hypnose. La réponse de Nakash était très intéressante. Il disait oui, bien sûr qu'il y a un lien entre hypnose et conscience, et que en tant que neuroscientifique, ça m'intéresse, mais votre question, pour moi, elle n'est pas si légitime que ça, parce que ce qui pour moi, neuroscientifique, est intéressant, c'est pas tellement la question de la conscience en hypnose, c'est la suggestion. C'est comment vous faites, vous, praticien, lorsque vous êtes auprès de quelqu'un et que par la simple parole, vous emmenez à modifier sa réalité. Et il disait, pour moi, c'est la suggestion qui est importante en hypnose, au-delà des effets de conscience. Donc on est effectivement dans cette question de la relation, qui est une question tout à fait centrale et qui a été investiguée donc extrêmement tôt. Globalement, ce que l'on peut dire, on pourra rentrer dans le détail dans vos questions si vous voulez, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'hypnose est un processus régressif. On est dans une régression, on fait régresser le patient, et probablement que l'on régresse avec lui, dans un stade préverbal de fonctionnement psychique, clairement. À tel point que des grands auteurs comme Roustan ont fait cette analogie tout à fait pertinente de dire en fait qu'en hypnose, on revenait dans des relations entre la mère et le nourrisson. C'est-à-dire, où les Bovissier disaient, l'enfant perçoit la mère avant que de la connaître. On est là, c'est-à-dire on fait régresser le patient jusqu'à ce stade de fonctionnement préverbal, de fonctionnement psychique, jusqu'à ce stade-là, qui fait que l'individu ne devient plus que perception, ou en tout cas il n'est plus que dans les perceptions, et qu'il va jouer avec ses perceptions comme une terre glaise, sous couvert de notre influence, par des suggestions, par l'emploi des métaphores, etc. Mais on est dans un processus qui est un processus éminemment régressif, et qui, évidemment, là aussi, je pourrais faire un peu plus longtemps, parce que c'est l'un des axes qu'on a commencé à développer, mais qui a à voir aussi avec la question de l'attachement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les patients, on n'a pas encore publié ça, mais on attend d'aller un peu plus loin, mais les patients qui sont les plus facilement hypnotisables, ce sont les patients qui en fait sont les plus insécures. Voilà. C'est-à-dire plus un patient est insécure et plus il est hypnotisable. Plus il est sécure et j'allais dire moins il a besoin de modifier sa réalité, puisqu'il est à l'aise dans sa réalité. Et donc c'est les patients qui vont être entre guillemets les moins facilement hypnotisables, ou en tout cas avec qui cette voie-là ne sera pas forcément la plus facilement investie par les patients. Ce qui veut dire que parfois, dans nos prises en charge, notamment psychologiques, le travail en hypnose va se borner pendant très longtemps à ne travailler que sur l'hypnotisabilité. Quand vous avez un patient qui est très insécure, c'est-à-dire pour lequel il y a quelque chose qui est très carencé dans la relation à l'autre, l'hypnose va reconvoquer ça. Et donc, finalement, l'immense majorité du travail va juste être un travail d'apprivoisement que vous faites avec le patient de la relation avec vous, mais dans lesquels, en fait, il va recomposer plein de choses. Il va redécouvrir son corps en relation avec l'autre, il va être dans un façonnage de l'environnement dans lequel il va pouvoir justement essayer de travailler et de se construire quelque chose de l'ordre de la sécurité, non pas de la confiance. Nos collègues soignants parlent souvent de confiance parce que ça fait partie de leur vocable. En fait, la confiance n'a rien à voir dans ces affaires-là. C'est la sécurité. Les patients n'acceptent de rentrer en hypnose que lorsqu'ils se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir se laisser aller dans un processus dans lequel ils perçoivent bien que revenir à un fonctionnement éminemment perceptif, entre guillemets, est dangereux quand on n'a pas des bases, bien sûr, psychologiques suffisamment affirmées. Donc c'est en fait, en vrai, c'est une question de sécurité, l'hypnose, beaucoup plus que de confiance, qui est déjà une inscription relationnelle tout à fait particulière. Donc on est dans un acte régressif qui a à voir avec les stratégies d'attachement, qui a à voir évidemment aussi avec l'empathie, qui est aussi un truc que l'on étudie aussi, qu'on essaie d'étudier beaucoup, et c'est compliqué. Moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai mené ma thèse sur la relation interindividuelle en hypnose clinique, dans les consultations doula. Ma grande difficulté a été, donc en fait j'enregistrais en audio les séances, et je faisais ensuite une analyse du verbatim. Ma grande difficulté, en fait, a été... Et donc, je mettais également, je regardais par rapport à mes contenus internes. C'est-à-dire, je notais pendant l'entretien quelles étaient mes émotions, mes pensées, mes associations d'idées, et du coup, d'essayer de voir comment se construisaient mes suggestions, mes métaphores, pour essayer de percevoir la dynamique
le processus au sein de la consultation, entre ce que le patient pouvait me dire et les suggestions du patient par rapport, dans sa façon particulière de me présenter son histoire douloureuse, mes propres associations, émotions, images, etc. Et puis de voir un peu comment finalement l'hypnose prenait part et se construisait dans le choix des suggestions, le choix des métaphores, et comment s'articuler ce processus-là. En fait, ma thèse était là-dessus. Ma grande difficulté, c'était que en session d'hypnose, je n'avais plus accès à mes contenus internes. C'est-à-dire quand je réécoutais l'audio, je me souvenais très bien avant-après, je pouvais retrouver très facilement les contenus internes. Pendant les 20 minutes d'hypnose, c'est à peu près sur une consultation d'une heure, globalement, en tout cas pour moi c'est ça, c'est un quart d'heure, 20 minutes d'hypnose. Pendant mes sessions d'hypnose, je ne retrouvais pas mes contenus internes. C'est-à-dire que, d'évidence, j'étais présent avec le patient, il y avait un accompagnement, mais le plus souvent, je découvrais mes paroles au moment où je les prononçais. C'est-à-dire que je percevais la relation et je percevais l'autre, mais la relation n'était pas... il n'y avait rien qui était pensé dans la relation à l'autre. Et c'est en ça que ça convoque une dimension d'empathie qui, bien sûr, a à voir avec la question de la régression en âge. Et donc l'hypnose convoque cette dimension-là, particulièrement dans les suivis psychothérapeutiques, et on est amené à modifier comme ça des objets internes, en tout cas à les travailler de façon assez importante, dans un rapport que moi je nomme viscéral, c'est-à-dire viscéral au sens premier du terme, c'est le corps à corps, on ressent viscéralement l'autre en soi. La dimension des croyances, bien sûr, donc les croyances en lien avec l'hypnose, qui font partie de l'hypnose, comme je disais, comme étant son ADN, ça a une importance, là aussi, dans la pratique de l'hypnose. L'hypnose, en fait, pour parler un petit peu de ses croyances et de la possession, en vrai, l'hypnose à visée thérapeutique, c'est un adorcisme. C'est-à-dire, vous avez les séances d'exorcisme, c'est lorsque vous avez un démon qui est venu vous posséder et puis vous retirez le démon. Voilà. Séance d'exorcisme. Ce qu'on appelle l'adorcisme, c'est lorsque vous venez posséder l'autre pour guérir l'autre. Donc, entre guillemets, vous êtes le démon du patient. Bon, voilà, pas tout à fait le démon, mais ce qu'on appelle une séance d'adorcisme, c'est lorsque une puissance thérapeutique vient posséder l'autre pour pouvoir le guérir. En vrai, une séance d'hypnose, dans ma vérité à moi, très exactement, en fait, l'hypnose est une séance d'adorcisme. C'est-à-dire, comme il y a toutes ces croyances qui sont associées à l'hypnose, le patient, il vient là avec les bras en croix en disant « possédez-moi, possédez-moi ». Et donc, du coup, on lui dit 2-3 formules magiques, il s'attend à dormir, etc., etc. Donc, il vient pour qu'on le possède et qu'on extirpe le mal de lui une fois qu'on l'aura possédé. Voilà. Donc, ces croyances sont importantes parce qu'elles convoquent effectivement 200 ans d'histoire, et on ne modifie pas 200 ans d'histoire avec 30 ans d'études, on va dire scientifiques, en mettant des guillemets à ce terme-là, d'autant plus que vous avez toujours les hypnotiseurs de spectacle qui entretiennent ces croyances fortes. Donc il y a ces croyances qui font partie vraiment de l'hypnose, et même la scène thérapeutique, ce que j'appelle parfois le petit théâtre de l'hypnose, la scène thérapeutique est une scène d'adorcisme. Il faut venir posséder l'autre pour lui extirper le mal, en tout cas c'est sa demande. Il va falloir comme ça arriver à faire avec cette demande-là. Voilà. Et on reviendra probablement, je pense, dans vos questions là-dessus. Le troisième des quatre ingrédients dont je voulais vous parler, c'est évidemment la corporalité. La corporalité aussi du côté du professionnel. Du coup, maintenant, j'ai tout un enseignement avec les Master 2 au premier semestre, où je les fais travailler que là-dessus, parce que moi, ça m'a manqué dans ma formation. Et en fait, les cours sur l'entretien clinique en M1 sont assez classiques, voilà, où je leur parle de cadre, machin, etc. Et la poursuite en M2, par contre, ce n'est que de l'expérientiel. J'ai intégré vraiment ça en Master 2, ce travail vraiment autour de la corporalité, c'est-à-dire quelle posture on prend par rapport à l'autre. Comment est-ce que l'on ressent l'autre en soi? Qu'est-ce que l'on fait de nos ressentis et de ce que le patient provoque corporellement, perceptivement, chez nous? Voilà. Et de travailler juste cette dimension-là, apprendre à faire confiance à ses perceptions, sans forcément se poser de façon instinctive, ce qui est déjà le cas, et c'est parfois un peu désespérant pour moi, parce qu'évidemment, en tant qu'enseignant-chercheur, on essaye de les accompagner dans un processus pas trop bête de formation professionnelle, mais quand on découvre en 5e année qu'en fait on a déjà formaté nos étudiants pour qu'ils se posent la question du pourquoi, dès qu'ils ressentent un truc ou dès qu'ils entendent une parole, ou on se dit zut quoi, ils sont déjà les processus rigides. Donc du coup, travailler la corporalité permet aussi de ne pas sauter sur le pourquoi et de se dire on peut juste
se laisser guider par nos perceptions sans forcément se demander d'où qu'elles viennent et à quoi est-ce qu'elles servent, mais de se dire, voilà, je me laisse flotter, au moins pendant un temps, je me laisse flotter dans la séance, c'est-à-dire je suis moi-même emmené dans un état de transe. Et donc du coup, ce mécanisme-là, il est important. Pourquoi ? Parce que, on l'oublie parfois, et je pense que c'est important de le rappeler, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les cultures, quelles que soient les pratiques, toute pratique thérapeutique qui utilise un état de transe impose que le thérapeute soit lui-même en transe. Toutes les pratiques, chamaniques, la tourneur, le end-up, la médecine vaudou, toutes les pratiques qui utilisent les états de transe impliquent que le thérapeute soit lui-même en transe pour accompagner l'autre. Et que pour moi, cette notion-là, elle est importante. Si on reste à distance du phénomène en disant juste « je vais te permettre de partir en transe », on loupe quelque chose de la nature même de l'hypnose, qui est cette proposition de se laisser flotter à deux dans un champ de perception, c'est-à-dire où on accepte pendant au moins un temps de ne plus être dans l'intellectualisation des choses, mais juste d'être dans la perception de ce qui est, de voir ce qui peut être modifié dans notre réalité, je ne sais pas commune, en tout cas partagée, avec le patient qui va être présent. La quatrième et dernière dimension, processus en tout cas psychologique, et en fait le premier que j'avais travaillé au travers de ma thèse, et puis les quelques années qui ont suivi, les 4 années qui ont suivi, c'est l'analogie et la métaphore. L'hypnose, en fait, j'allais dire la structure de ce que l'on propose en hypnose relève toujours d'un processus analogique. Le patient qui me dit, je reprends mon exemple de tout à l'heure, ma douleur est un feu, lorsqu'on va lui proposer de mettre un thermostat, c'est qu'en fait on a utilisé une analogie. C'est-à-dire la douleur est pour le patient comme un feu dans une cheminée. C'est-à-dire que l'on a utilisé un processus analogique, et quand on met le thermostat, du coup ça veut dire qu'on a inscrit l'équation A égale B, douleur égale feu, et en jouant sur le feu, en jouant sur B, alors A va être modifié. Et toutes les pratiques en hypnose utilisent ce principe-là de l'analogie. Bien souvent on appelle ça une métaphore, mais en fait, déjà Aristote nous disait que derrière toute métaphore, il y a une analogie. Tous les exercices que l'on propose en hypnose, que ce soit des exercices de suggestion, de métaphore, ou même un exercice sur la posture ou le comportement tel que pouvait le faire quelqu'un comme Roustan, maintenant la danse, qui arrive beaucoup sur le champ de l'hypnose aussi, ce sont des processus analogiques. C'est-à-dire on écoute le patient et on essaye de voir quelle est l'image, c'est-à-dire quel est le processus analogique que l'on va pouvoir renvoyer au patient sur la scène de l'hypnose. Le patient qui nous dit, on parlait de céphalée tout à l'heure, une migraine, et j'ai la tête dans un étau, c'est une analogie. L'image qu'il utilise n'est pas thérapeutique, sinon il suffirait qu'il se dise qu'il a la tête dans un étau pour pouvoir modifier cette perception-là. On va se saisir de cette analogie et on va lui rendre sur la scène de l'hypnose. C'est-à-dire on va lui faire vivre la pression de l'étau sur le crâne en état de transe hypnotique. Et parce que, du coup, il va être dans ce champ de perception dans lequel il va ressentir sa propre image analogique, alors la réalité va pouvoir être modifiée. Et il n'est pas possible, quand on fait A égale B et que l'on modifie B, il n'est pas possible que B se modifie sans que A se modifie. C'est-à-dire que pour que l'hypnose fonctionne, il faut que le patient accepte ce jeu d'analogie entre une réalité, un principe métaphorique qu'il va donner, on va jouer sur la métaphore pour que la réalité puisse être modifiée. Et donc ce processus-là, très étudié à la fois en psycholinguistique et également en psychologie cognitive, est en fait vraiment inscrite dans la pratique de l'hypnose comme étant l'agent technique de ce que l'on propose à l'autre. Et effectivement, c'est là où Erickson avait raison, les formulations ne sont pas anodines. La formulation va donner accès au processus analogique du discours, aux figures de l'analogie que le patient emploie, que l'on va employer, etc. Notamment, l'une des choses que j'avais montrées dans la thèse, c'était que lorsque, par exemple, on utilisait une métaphore botanique, c'est-à-dire qu'on saisissait une analogie axée autour de la nature, en fait, dans le discours, quand je réécoutais les entretiens, les séances d'après, je me rendais compte, en fait, que lorsqu'une suggestion avait porté, en fait, le patient introduisait dans son champ lexical des images botaniques, alors qu'avant, il ne le faisait pas du tout.
On n'était pas pendant la séance d'hypnose, mais en fait, dans les 2-3 séances suivantes, vous aviez comme une sorte de queue de la comète où le patient utilisait des images botaniques qui ne faisaient pas partie du tout de son vocabulaire avant, mais qui indiquaient en fait que le processus était à l'œuvre, c'est-à-dire que quelque chose s'était ancré comme une graine dans le sol et était en train de faire fleurir quelque chose. Voilà. Donc pour moi, voilà, ces 4 dimensions psychologiques, ces 4 noyaux psychologiques qui me paraissent importants, la question de la relation avec la régression, la question des croyances tout à fait fondamentales, la question du corps et du percept, et puis la question de l'analogie et des métaphores. En conclusion, pour parler des ouvertures, alors je l'ai un peu cité tout à l'heure, pour moi l'ouverture va être évidemment sur le champ, le lien entre l'hypnose et la réalité virtuelle. On discutait dans un autre séminaire, il y a 10 jours à peu près, le séminaire, la réalité virtuelle va infiltrer le champ des psychothérapies, a déjà commencé, mais pour moi ça paraît assez clair que la réalité virtuelle c'est la psychothérapie de demain, et que tout ça va se développer, va se complexifier, etc. La réalité virtuelle qui vient du champ de l'hypnose. Hein. On vous rappelle que l'histoire de la réalité virtuelle dans le champ du thérapeutique vient de la douleur. C'est le logiciel SnowWorld. SnowWorld a été mis en place par 2 praticiens et chercheurs en hypnose, et qui finalement se posaient la question par rapport aux vétérans du Pakistan, d'Afghanistan, grands brûlés, et qui se posaient la question de savoir comment est-ce que je peux faire bénéficier ces patients grands brûlés de l'hypnose, même lorsque je ne suis pas là, c'est-à-dire lorsque les soignants ne sont pas formés à l'hypnose. Et du coup, ils vont créer ce logiciel qui est donc SnowWorld, que vous avez certainement déjà vu. Pendant un temps, on les voyait aussi sur les stands de la CVTD ou de l'IASP, pour lesquels donc le patient devait dégommer avec un fusil un canon à boule de neige. Il devait dégommer en fait des bonhommes de neige dans un paysage antarctique avec une musique extrêmement forte dans les oreilles, une musique martiale très forte dans les oreilles. Et en fait, SnowWorld était issu de l'hypnose. Pourquoi ? Parce qu'il utilisait des composantes de l'hypnose. D'abord la saturation de l'attention avec le casque 360 et puis la musique très forte dans les oreilles. Ça jouait également bien sûr sur les suggestions indirectes, c'est-à-dire vous étiez dans l'Antarctique, vous deviez dégommer des bonhommes de neige avec des boules de neige, vous avez des suggestions de froid puisqu'on était en train de parler de patients grands brûlés. Et puis on utilisait également, il y avait bien sûr le pouvoir distractif du jeu qui était là également présent, et puis on utilisait les compétences du patient. C'était des militaires, donc ils devaient tirer. Voilà. Et donc, en fait, ils avaient extrait ces 4 caractéristiques de la pratique de l'hypnose pour le rendre sur la scène de la réalité virtuelle. Puis ensuite, c'est passé vraiment dans le champ des psychothérapies, avec tout le développement, notamment à Mont-d'Or, mais aussi dans Service de l'eau à la Salpêtrière, dans le champ, sur les phobies, etc., etc. Mais en fait, c'est issu du centre de la pratique de l'hypnose. Et donc, probablement que cette histoire d'illusion dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'arriver comme ça à rentrer dans des processus hallucinatoires, va probablement rentrer en interaction avec la question de la réalité virtuelle de façon assez importante. Et puis évidemment le champ du mouvement que travaille notamment Bertrand Lyonnais, qui est un doctorant sur Dijon, et qui est également à la structure douleur de Dunkerque, qui travaille sur justement l'analogie entre le mouvement physique et le mouvement psychique, la question du mouvement aussi en hypnose. Que ce soit en France avec la pratique de Roustan, mais aussi aux États-Unis avec la pratique de Jeffrey Zweig plutôt, on est parti d'une hypnose dans laquelle le patient était assez passif et entendait les suggestions du patient, à des pratiques en hypnose dans lesquelles le patient se met en mouvement. On travaille sa posture physique, on travaille avec des lévitations de la main, on lui demande de mimer un certain nombre de scènes, de prendre une position qui renvoie à une émotion, etc. Donc ce travail avec la posture et avec le mouvement a aussi à voir avec qu'est-ce que l'on remet en mouvement psychiquement chez les patients. Et donc c'est une autre façon d'aborder la question du soma et de la psyché que de faire intervenir la question du mouvement dans les thérapies. Voilà. Pour mon préambule d'une heure. Ça va ? C'est super. Avec plaisir. Je bois, hein, la vôtre. Oh non, ça va, il est en neuf. J'étais moins lent que là.
intervenir.